De retour pour ce post-ESMO, on va parler des cancers génito-urinaires, essentiellement du cancer du rein avec Ronan Flippo, du cancer de la prostate et du cancer de la vessie avec Natacha Naoun. Et je vous propose qu'on débute avec toi, Natacha, si tu veux bien. Oui, c'est mieux avec le micro. Donc, on va commencer avec le cancer de la prostate. Et ça a été assez dur de faire une sélection pour l'onco-uro en particulier. Il y avait énormément de late-breaking abstract rien que pour la prostate. Donc, le choix était un peu difficile. Donc, il y a des choses qu'effectivement, vous ne verrez pas, mais il faut faire des choix. Donc, au stade localisé, quelque chose d'intéressant, notamment pour les patients. Ce n'est pas du changement de traitement, mais ça peut être un bénéfice en qualité de vie. C'était une autre façon d'administrer la déprivation androgénique. Actuellement, on utilise essentiellement la forme injectable sous-cutanée. On a aussi eu des données sur une forme orale en prise quotidienne, donc qui peut être assez astreignante pour les patients, mais qui a l'avantage par contre d'être rapidement réversible à l'arrêt. Et donc là, ce qui était présenté, c'était un dispositif en patch, donc la diffusion transdermique, plusieurs patchs qui se changent 2 fois par semaine. Donc ça a été évalué chez les patients non métastatiques et métastatiques, mais les données qui étaient présentées à l'ESMO, c'était pour les patients avec des cancers non métastatiques. Donc, en complément du standard de traitement, c'était une population assez classique dans cette situation, rien de particulier à dire. Donc, il y avait une analyse d'efficacité en non-infériorité qui ne montrait pas de différence significative et même plutôt une tendance pour les patients qui avaient une déprivation androgénique en diffusion transdermique. Et ce qui est surtout intéressant, c'est en termes de complications. Donc, c'est des données qui avaient déjà été publiées, mais qui ont été rappelées lors de la présentation, en plus des données d'efficacité dont on vient de parler, qui sont la diminution de la densité minérale osseuse et donc une diminution probable du risque aussi de complications osseuses ostéoporotiques et aussi un profil de tolérance cardiovasculaire probablement favorable, ce qui peut peut-être expliquer la tendance aussi sur l'efficacité chez les patients qui bénéficient de ce dispositif. Donc en soi, ça ne change pas la stratégie de traitement, mais c'est une nouvelle galénique. Ça peut laisser le choix aux patients aussi en fonction de leur choix, un gain de qualité de vie et surtout une réduction du risque des complications qui sont les complications les plus préoccupantes pour nous, le risque cardiovasculaire et les complications osseuses, avec par contre un peu plus de gynécomastie. Donc c'est une discussion, encore une fois, une ouverture du choix aux patients et sans impact pour l'efficacité. Et on attend les données pour les cancers métastatiques. Et peut-être si tu peux compléter, l'un des avantages était également l'absence ou la réduction drastique des bouffées de chaleur. Tout à fait. Donc en gros, ça nous permettra de discuter avec un monsieur qui relève d'une castration entre soit les bouffées de chaleur, soit la gynécomastie, et peut-être de passer de l'un à l'autre si ce patient développe l'un de ces 2 effets secondaires de manière gênante. Et ça nous donnera à discuter aussi éventuellement la prévention de la gynécomastie avec les collègues radiothérapeutes. Ça peut être aussi l'occasion de le faire de façon plus systématique pour nos malades. Donc, on change ensuite de stade pour la maladie métastatique et tout d'abord en situation de sensibilité à la castration. Donc, l'arsenal se renforce encore avec maintenant un quadruplet de doublets accessibles. On avait déjà dans l'arsenal la biratérol, l'enzalutamide, la palutamide et on a eu donc les données du dernier essai en date où le bras contrôle était encore à peu près possible et réalisable. Donc l'essai ARANOTE qui comparait donc déprivation androgénique et darolutamide versus déprivation androgénique et placebo chez des patients donc en situation de sensibilité à la castration. Donc la population était comparable à ce qu'on a vu avec les autres études de doublets. Et des résultats en efficacité très intéressants avec une diminution du risque de progression de 46% en faveur donc du doublet avec le darolutamide, avec un profil de tolérance qui était également très favorable, ce qu'on connaissait déjà dans d'autres études, dans le cadre des triplets également, avec l'effet secondaire le plus notable qui est la fatigue, et ça a été abordé dans la discussion mais pas présenté initialement. C'est aussi une molécule avec un faible risque d'interaction médicamenteuse, qui est aussi quelque chose d'important dans la population des patients atteints de cancer de prostate, souvent polymédiqués, avec un risque assez élevé d'interaction. Donc ça n'était
n'était pas dans la présentation initiale, mais c'était un point très intéressant de la discussion. Donc, une molécule en plus, des données de survie globale attendues plus matures, mais une efficacité déjà sur la réduction du risque de progression, un profil de toxicité extrêmement favorable. Et va se poser la question du coup, à l'heure où les premiers doublets sont génériqués, notamment l'abiraterone actuellement, et le rôle à préciser dans des sous-populations particulières, notamment les sujets vulnérables, avec l'essai PIS6 qui est en cours pour déterminer si c'est une des meilleures places de cette molécule pour les sujets très vulnérables qui ne peuvent tolérer les effets secondaires potentiels cardiovasculaires ou neurologiques de l'abiraterone ou de l'enzalutamide. Donc maintenant, on reste en situation métastatique, mais en situation de résistance à la castration. Donc là, il y avait aussi également beaucoup de choses. Et en premier lieu, présenté en présidentiel l'essai Peace-Free, donc auquel Gustave Roussy avait également participé et était aussi à l'origine évidemment de cette étude. Donc qui randomisait chez une population de patients en situation de résistance à la castration avec une atteinte osseuse exclusive qui était peu ou pas symptomatique, l'association de radium-223 avec un cycle par mois jusqu'à 6 cycles associés à l'enzalutamide à dose standard versus l'enzalutamide en monothérapie. Donc on voit que la majorité des patients avaient reçu en situation de sensibilité à la castration de la chimiothérapie. Comme le début des inclusions était en 2015, donc les changements et notamment les triplets et l'utilisation de l'hormonothérapie de nouvelle génération en situation de sensibilité à la castration fait que le protocole a été amendé, mais très peu de patients quand même avaient reçu une hormonothérapie de nouvelle génération avant. Donc ce qui rend les résultats difficiles à extrapoler à cette population. Mais par contre, pour les patients qui n'avaient jamais reçu d'HTNG, c'est très intéressant. On voit qu'en donnant le radium plus tôt, on arrive à réaliser l'intégralité des cycles chez l'immense majorité des malades. Presque 90% ont reçu les 6 cycles sans grosse problématique de tolérance et avec une efficacité, une supériorité notable du doublet, avec une survie sans progression de 36 versus 45% avec le doublet. Et donc dans l'analyse de sous-groupes, c'était reproductible pour tous les sous-groupes de patients et également en survie globale avec une nette réduction du risque de décès en faveur du brin enzalutamide plus radium-223. En termes de tolérance, donc il y avait un petit peu plus d'effets secondaires, en tout cas pas d'effets secondaires fatales, et quelques données qui nous manquent par contre sur les complications. Ah oui, je ne peux qu'avancer, pardon. Je peux revenir en arrière. De données sur les ostéonécroses de la mâchoire notamment, puisque il y avait eu un essai avant avec radium et abiraterone où les patients recevaient beaucoup moins fréquemment un agent protecteur osseux qui normalement est le standard pour les patients avec une atteinte osseuse métastatique en situation de résistance à la castration, et donc beaucoup moins d'événements osseux dans cette étude que dans l'étude ERA, mais effectivement on peut donner sur les complications de ces agents résorptifs osseux qui vont être une donnée intéressante pour vraiment pouvoir vraiment mettre ces résultats en pratique. Un profil de tolérance donc attendu avec notamment les effets secondaires de l'enzalutamide qui prime et la toxicité hématologique du radium. Donc un essai positif, que ce soit en survie globale, en survie sans progression, avec une tolérance globalement satisfaisante, même si on vient d'en parler, il nous manque des données sur les complications, notamment des traitements associés, parce que comme tu l'avais dit lors de la discussion, c'est pas un doublet, c'est un quadruplet, puisqu'on associe la déprivation androgénique, les agents protecteurs osseux, en plus de l'enzalutamide et du radium. Et en France, une population cible plutôt en diminution, parce que la majorité des malades auront été exposés à une hormonothérapie de nouvelle génération, au préalable en situation de sensibilité à la castration. On avait donc également des données de neuf avec du vieux, avec du repositionnement de médicaments et l'évaluation de l'apport de la metformine au traitement standard chez les patients en situation de sensibilité à la castration. Donc l'ajout de la metformine au standard. Donc la majorité des patients recevaient de la chimiothérapie à ce moment-là comme standard. Et un signal, mais sans positivité statistiquement significative en survie globale. Et par contre, un signal donc en sous-groupe, l'essai n'était pas designé pour ça, mais clairement pour les patients de haut volume, il semble y avoir une différence beaucoup plus significative de l'ajout de la metformine.
Et aussi, donc, beaucoup de paramètres métaboliques étaient suivis, notamment le taux de cholestérol, la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le poids. Il y avait une réduction significative de ces paramètres en termes de chiffres. Voilà pour le bilan lipidique aussi. Mais par contre, la vraie question, c'est est-ce que cette réduction des chiffres est cliniquement significative pour obtenir une réduction nette du risque cardiovasculaire? Quid du groupe des hauts volumes pour lequel on semble observer l'effet le plus important, et à confirmer à l'ère des nouveaux standards où les doublets de référence sont plutôt avec des ARPI. Oui, tu as bien résumé. Tout le problème, c'est est-ce qu'il y aura un autre essai qui va pouvoir nous éclairer, parce qu'il semble bien y avoir quand même un signal. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ce signal apparaîtrait particulièrement chez les malades les plus graves. Autant si c'était chez les patients obèses, les patients prédiabétiques, etc., bon, on aurait un rationnel évident. Là, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que c'est un vrai positif? Alors, il y a quand même une autre étude qui est en cours et qui peut-être nous aidera, mais sinon on restera sur notre fin. Ça pose aussi la question des autres traitements qui modifient le métabolisme, les statines, l'aspirine. On a un essai en France et en Europe qui pose la question chez les patients résistants à la castration, et j'espère que cet essai nous apportera aussi des réponses, parce que ce sont des médicaments qui, dans l'ensemble, sont très bien tolérés, très peu coûteux et qui pourraient rendre service potentiellement. C'est ça, donc ce serait encore une autre façon de faire des doublets et des triplés pour ces malades, d'associer des thérapies avec un effet métabolique et prévenir les complications associées à ces traitements. Donc, un autre essai, donc l'essai SPLASH, avec cette fois de la radiothérapie interne vectorisée, avec une thérapie ciblant donc PSMA, un marqueur de surface retrouvé quasiment exclusivement à la surface des cellules prostatiques, et donc un schéma un petit peu différent des traitements qu'on connaît avec le PSMA lutécium, la même molécule que par exemple dans l'essai PSMA fort, qui avait plus ou moins le même design, en comparant un switch d'ARPI à un traitement par radionucléide. Donc cette molécule s'administre tous les 2 mois, sont des cycles un petit peu plus longs, et c'était une randomisation 2 pour 1 avec un crossover possible pour les patients qui ne répondaient pas plus sous deuxième hormonothérapie après un premier traitement en situation de sensibilité à la castration. Donc au total, 528 patients ont été screenés, 412 ont été traités, donc 2 tiers dans le bras radionucléide et 1 tiers avec un switch d'hormonothérapie, et plus de 84% de crossover vers le radioligand. Donc très très important et assez attendu quand même finalement. Les caractéristiques de cette population, donc, qui étaient comparables entre les 2 groupes, pas de différence majeure évidemment. Et donc en termes d'efficacité, une réduction du risque de progression et des taux de réponse surtout aussi qui étaient très intéressants, avec jusqu'à presque 10% de réponse complète pour les patients traités par radionucléide, donc des taux de réponse très très intéressants, avec aussi un rythme d'administration qui était moins contraignant et un profil de tolérance satisfaisant, et également un bénéfice statistiquement significatif en termes de symptômes, de qualité de vie et surtout de besoins antalgiques, donc chez des patients qui sont souvent assez symptomatiques dans cette situation, avec des douleurs osseuses notamment. Donc, les effets secondaires les plus fréquents, le profil qu'on connaît avec la xérostomie, une toxicité hématologique au premier plan pour les patients traités par radionucléide, et la fatigue et les symptômes neurologiques pour les patients sous hormonothérapie de nouvelle génération. Et donc un essai positif en RPFS. Les données de survie globale restent en attente et ont besoin de maturer. Bénéfice en qualité de vie aussi très important en plus de l'efficacité. Et la question est, quelle est la place de cette molécule dans la stratégie qui est quand même en train d'évoluer nettement, avec beaucoup de molécules sans comparaison directe qui montrent toutes des bénéfices soit en survie sans progression, soit également en survie globale. Alors, tout le problème aussi, c'est que ce que tu viens de nous montrer, on a vu en gros la même chose, mais en mieux, avec les CPSMA forts qui testent aussi le lutécium PSMA et qui, depuis 1 an, montrent pour le coup plus du doublement de la survie sans progression et un bénéfice au moins aussi bon, voire mieux, avec évidemment toujours la difficulté de comparaison d'essai à essai sur la qualité de vie, sur la douleur, sur etc. etc. Et donc, quel avantage compétitif on a avec ce lutécium PSMA versus celui qu'on connaît déjà?
j'ai du mal à le voir. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le même bénéfice? Sachant que la seule vraie différence, à part que la molécule n'est pas exactement la même, mais la vraie différence, c'est finalement le schéma, où dans un cas, on utilise un schéma toutes les 6 semaines, dans l'autre, toutes les 8 semaines. Et finalement, la dose en radiothérapie, ça compte. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as la même analyse? Tu penses qu'il y a autre chose qui explique ces différences? Oui, non, je pense que c'est vraiment le schéma qui peut quand même modifier. Enfin, c'est ce qu'on voit quand même aussi chez les patients en pratique clinique à qui on donne déjà ce traitement et qui doivent avoir des décalages ou des réductions de doses sur des toxicités. On constate dans la plupart des cas une diminution de l'efficacité, en tout cas plus de stabilité de la maladie et moins de profondeur de réponse. Donc c'est probablement lié au schéma. Je ne connais pas assez bien cette deuxième molécule pour savoir s'il y a un changement, mais a priori la cible est la même, l'effet, l'émission est la même, donc il n'y a pas de différence là-dessus. Et au passage, ça pose peut-être la question d'intensifier la dose initiale de ces traitements pour aller vers plus d'efficacité, quitte à ensuite, lorsqu'on a cette efficacité, aller vers une maintenance peut-être avec une dose plus faible pour que ça soit bien sûr tolérable. En tout cas, ça reste des pistes pour la suite. C'est ça, la sélection des malades, parce que là, il y a quand même aussi plus de 9% qui sont en réponse complète avec ce schéma, donc peut-être aussi des profils plus favorables à qui on pourrait faire moins d'intensité, et notamment à visée de protection médulaire, et par contre intensifier ceux qui seraient de moins bons répondeurs. Ok. Bessie ? Et ben voilà, on enchaîne donc avec le carcinome urothélial, donc toujours beaucoup de nouveautés. On avait présenté l'année dernière les résultats très impressionnants de V302, donc changement de paradigme pour la première ligne métastatique. Et là, on en a eu pour un peu tous les stades aussi, donc il a fallu faire un choix. Et donc, on va commencer en parlant des tumeurs localisées infiltrant le muscle. Donc, jusqu'à présent, le standard pour les malades qui sont éligibles au cisplatine, c'est donc une chimiothérapie néoadjuvante par cisplatine, gemcitabine ou MVAC dose dense, avec possibilité d'un traitement adjuvant. Donc, actuellement, en France, on a accès au nivolumab pour les patients qui ont un risque intermédiaire à élevé de rechute. Et on avait eu, avant cet ESMO, des résultats positifs aussi de l'essai Ambassador avec le pembrolizumab en adjuvant. Et donc là, pour le périopératoire, la présentation donc de l'essai Niagara qui évaluait la chimiothérapie néoadjuvant par cisplatine gemcitabine. Chose intéressante, les malades, donc les critères étaient beaucoup moins stringents pour l'éligibilité aux cisplatines. Les patients avec une clairance à 40 ou au-delà étaient éligibles, donc un peu plus bas que les cutoffs habituels, avec la possibilité d'administrer le cisplatine en split dose en 2 fois pour les patients qui étaient justement un peu limite sur la clairance, et avec un bras expérimental avec le durvalumab en plus de la chimiothérapie, donc une immunothérapie avec l'immunothérapie également en post-opératoire, donc un traitement périopératoire de chimio-immunothérapie versus un standard de chimio néoadjuvante sans traitement adjuvant dans le bras contrôle. Donc gros essai avec 1530 patients inclus. Et donc c'est mal passé, mais un net bénéfice en survie sans rechute de l'association chimio-immunothérapie avec donc immunothérapie en périopératoire. Et c'était un bénéfice donc reproductible dans l'ensemble des sous-groupes de cette étude en faveur du traitement, avec également des taux de réponse pathologique complète qui étaient bien supérieurs dans l'association. Difficile à comparer avec les autres études qu'on avait jusque-là, parce que c'est quand même pas le même schéma exactement, et c'était pas tout à fait la même population que dans Vesper, notamment avec un peu plus de patients qui avaient des tumeurs au-delà du PT2 dans l'essai Niagara comparé à Vesper par exemple, ce qui pourrait expliquer la différence, et un bénéfice en survie globale de cette association aussi. La tolérance, pas de signal particulier. Ces associations de chimio-immunothérapie ne sont pas des choses inédites, donc pas d'effets secondaires qui sortent de l'ordinaire ou qui soient notables. Et donc, résultat très impressionnant avec une amélioration de survie globale pour du traitement périopératoire, donc qui pourrait effectivement changer la pratique, même si ça va poser un problème de coût, et que la partie adjuvante, donc on comprend bien que le rationnel du néoadjuvant avec une tumeur en place, clairement, ça a un intérêt. L'adjuvant, par
par contre pour tout le monde, avec une comparaison où les patients ne recevaient pas du tout d'adjuvant par contre dans le bras chimiothérapie, ce qui ne correspond pas à notre pratique actuelle et quand même discutable. Et donc c'est une question très intéressante sur la stratification des patients pour recevoir un traitement adjuvant post-opératoire. Donc, on avait des résultats post-hoc pour l'essai Imvigor 010, parce que c'est vrai qu'on a parlé des essais positifs, mais on avait aussi un essai négatif pour l'athéso en adjuvant, mais qui avait par contre donné des données très intéressantes sur le caractère pronostique et prédictif de la réponse à l'immunothérapie de la détection d'ADN tumoral circulant en post-opératoire. Donc, un essai est en cours là-dessus, Imvigor 011, avec un traitement guidé par les dosages d'ADN tumoral circulant. Et on avait à cet ESMO des données plus restreintes sur un essai national de traitement guidé par la détection de l'ADN tumoral circulant, qui était l'essai Tombola. Et donc, on retrouvait les mêmes données avec à peu près plus de 50% des malades qui avaient un ADN tumoral circulant détectable en post-cystectomie, ce qui correspond grosso modo au taux de rechute qu'on observe après. Et donc, les patients qui avaient de l'ADN tumoral circulant détectable recevaient de l'atezolizumab en adjuvant, avec donc un bénéfice. Et surtout, c'était le rôle pronostique des patients qui étaient ctDNA négatifs, dont seulement 3% ont présenté une évolution métastatique post-cystectomie. Donc, vraiment un rôle pronostique très intéressant pour stratifier les malades et guider les stratégies post-opératoires. On rappelle quand même que les toxicités immunomédiées, dont certaines peuvent persister à vie chez les malades, dans le cadre d'un traitement adjuvant chez des patients qui vont être en rémission prolongée ou guéris, c'est une discussion difficile et donc plus on aura d'arguments pour la guider, mieux ce sera. Et donc, je vais passer rapidement pour les maladies métastatiques. Donc, on avait des données préliminaires, donc très peu de patients, une vingtaine de patients en première ligne de l'association pembrolizumab et d'un nouvel ADC. Donc, dans la cible, cette fois, n'était pas la nectine 4 comme EV302, mais c'est pour les patients HER2, y compris HER de l'eau, donc le distimab vedotin. Et c'est donc la même charge active que pour l'enfortumab vedotin. Et des résultats très intéressants, y compris chez les HER de l'eau, en termes de taux de réponse, de profondeur de réponse, avec un profil de tolérance qui était globalement très satisfaisant. Donc, à voir pour plus de personnalisation dès la première ligne. Il y a un essai qui est en cours, mais malheureusement, le bras comparateur est cisplatine gemcitabine et pas EV Pembro, alors que c'est le traitement qui arrive. Ce qu'on rappelle que l'accès précoce vient d'ouvrir. Et donc, juste pour terminer, on a eu quelques données, notamment sur le rôle de l'expression de nectine-4 dans la réponse à l'association EV302. Et donc, pour confirmer que tous les patients, quel que soit leur niveau d'expression de nectine-4, bénéficient de cette association. Merci Natacha. Je crains que tu aies pris tout le temps et que Ronan doive nous faire le cancer du rein en à peu près 12 secondes. Allez, vas-y, on t'écoute. Parfait. Bien, écoutez, le cancer du rein, on va faire rapide, mais il y a quand même des données intéressantes et notamment un essai de phase 3 académique dont je vais vous parler. Alors, rapidement, le cancer du rein, en quelques mots, vous avez ici la synthèse des recommandations ESMO 2024. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que les principales catégories de traitement sont les immunothérapies et les TKI, que grosso modo, dans le clear cell, qui est le sous-type histologique le plus fréquent, on a clairement les doublés en première ligne et en seconde ligne, les monothérapies ciblées. Dans le non-clear cell, on a les mêmes agents, mais on a 5 ans de retard. On est encore beaucoup sur de la monothérapie en première ligne sur les recommandations et forcément un niveau de preuve relativement faible puisque ce sont des tumeurs très hétérogènes et relativement rares. Donc moi, ce que je veux, c'est donner la part belle à ces tumeurs un peu négligées. Et je vais vous parler de Suniforcas, qui est un essai de phase 3 académique qui évaluait le nivolumab plus ipilimumab dans cette indication. Donc voilà, la question, est-ce qu'il y a une nouvelle place pour le nivolumab ipilimumab en première ligne ? Jusque-là, les seules données de doublet que l'on avait étaient sur une phase de monombra d'immunothérapie plus TKI. Il y avait le Cabo-Nivo et puis il y avait le Pembrolizumab. Maintenant, il y a cet essai avec Nivo-IPI en première ligne, comparé avec le standard de traitement chez des patients atteints de cancer du rein non à cellules claires. Alors, ici, vous voyez en petit que le standard de traitement était pour 80% des patients environ, une monothérapie de TKI. Et puis, vous voyez également que la répartition de ces sous-types histologiques est une majorité de carcinomes papillaires. Ça va avec la distribution que l'on connaît dans la population générale, une minorité de chromophobes et, de manière très anecdotique, des tumeurs rares comme les médulaires ou les translocations.
Alors, on va d'emblée sur le critère de jugement principal. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on a réussi à montrer un bénéfice en survie globale à 12 mois. Vous voyez un taux de survie globale à 87% à 12 mois versus 77% dans le bras contrôle, une différence qui était significative. Le suivi médian n'était que de 2 ans et donc il va falloir qu'on voit vraiment au long cours si un plateau se dégage comme dans les carcinomes à cellules claires du rein, ce que l'on voyait régulièrement avec l'association de double immunothérapie. De manière très exploratoire, l'étude de PDL1 a été explorée et puis on peut voir que le score composite pourrait avoir un rôle dans notre sélection des patients puisque vous voyez une différence très importante en survie globale sur la courbe de Kaplan-Meier de droite qui étaient les patients qui exprimaient PDL1 à plus de 1% sur les cellules tumorales et les cellules immunitaires. Ce qui est intéressant également, c'est sur ces études de sous-groupe où on voit que les papillaires bénéficient de cette double immunothérapie avec également 8% de réponse complète et un taux de réponse partielle qui s'élève à donc 25%. Mais on voit aussi 26% de réponse partielle dans les tumeurs chromophobes qui étaient globalement considérées jusque-là comme largement réfractaires à l'immunothérapie. Donc c'est quand même des données qui sont extrêmement intéressantes malgré l'hétérogénéité tumorale et puis le bras contrôle qui était au choix de l'investigateur. Ce qui me donne l'occasion de rappeler une donnée de contexte, une contexte qui date de 2023, avec les données de Pimbro-Lanva, qui était un gros essai de phase 2 monobras dans cette même population, où on retrouvait également des taux de réponse intéressants et une survie globale qui était à 82% à 1 an. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à mon avis, effectivement, les doublets ont maintenant une vraie place potentielle en première ligne dans le cancer du rein non à cellules claires. Uniforecast a démontré, à mon avis, l'activité du doublet double immuno. Et je pense qu'au-delà des associations immunothécaï, nonobstant les difficultés d'accès potentiel, eh bien, on aura envie de le prescrire à nos malades. J'allais t'en parler. Pour celles et ceux qui pratiquent en France, quelles sont les possibilités d'accès à un doublet X ou Y pour ces patients à l'heure actuelle ? Alors toute la difficulté, c'est effectivement le remboursement et l'accès à l'immunothérapie. Donc aujourd'hui, on s'appuie largement sur le réseau CARAR pour justement promouvoir ces nouvelles options de traitement. Malgré tout, ça reste aujourd'hui des options qui sont discutées à l'échelle de chaque centre et des facilités potentielles de traitement auprès des pharmaciens individuels. On enchaîne avec le cancer à cellules claires, où je vais vous parler donc de 3 études, cette fois-ci un peu plus rapidement. La question, c'était comment faire mieux que les doublets en première ligne. J'élude un petit peu la question puisque aujourd'hui, il y a des triplets en évaluation, mais il y a 2 ans, on a montré que niveau IPI plus Cabo faisait pas mieux que niveau IPI. Donc, on attend la suite, mais pour le moment, les triplets sont pas d'actualité. Maintenant, en deuxième ligne, pas mal de questions se posent, et notamment, est-ce que l'immunothérapie va encore avoir un rôle en cas de progression, notamment dans une situation de re-challenge. Et puis, vous savez bien qu'on a les petits nouveaux aujourd'hui qui sont les inhibiteurs de la voie IF, qui sont des petites thérapies ciblées et qui peuvent avoir un impact en situation réfractaire au-delà des TKI anti-angiogéniques classiques. Donc, le premier plan, c'est l'étude T-Niveau 2. L'étude T-Niveau 2, c'était une étude de re-challenge de TKI qui évaluait chez des patients qui avaient déjà reçu une immunothérapie, eh bien, l'association tivozanib plus nivolumab versus tivozanib seul. Alors, il y a des petites subtilités. Le tivozanib était un petit peu moins dosé dans le combo. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est que les gens pouvaient avoir progressé sous immunothérapie, mais l'immunothérapie n'était pas toujours la dernière ligne que les patients avaient reçue. Donc, il pouvait y avoir un break d'immunothérapie qui représentait à peu près 30% des malades. On notera également qu'à peu près 15% des malades de cette étude avaient progressé post-adjuvant, ce qui nous fait des premières données de re-challenge d'immunothérapie post-adjuvant. On va couper court au suspense. Vous avez des courbes qui sont globalement superposables. On a même la courbe verte qui est le tivozanib seul qui démérite pas face à l'association en ce qui concerne la PFS, qui était le critère de jugement principal. Une étude qui est donc négative. Une étude négative également pour d'autres critères comme le taux de réponse. Et vous voyez les sous-groupes à gauche de survie sans progression où il ne semble pas qu'il y ait de tumeurs de sous-groupes de patients, en tout cas qui surnagent en termes d'efficacité pour un re-challenge. Là aussi, slide de contexte, il y a 1 an, on a eu l'étude Contact 03 qui évaluait à peu près dans la même situation Cabo-Atezo versus Cabo, une étude là aussi négative. Des petites différences de design, j'ai pas envie de revenir dessus puisque globalement, on voit avec l'ensemble de ces études que
ce n'est pas une attitude robuste que de rechallenger une immunothérapie en cas de progression, y compris en combinaison en ligne ultérieure dans le cancer du rein à cellules claires. Et donc ça, c'est une attitude thérapeutique qui, aujourd'hui, ne doit se faire qu'en cas d'essai thérapeutique. Donc en situation réfractaire, on est avec les TKI monothérapie et puis le dernier venu, eh bien, le belzutifan, qui est une thérapie ciblée anti-IF. On a eu les données actualisées, y compris de survie globale de l'essai Lightspart 05, qui évaluait donc en situation réfractaire le belzutifan versus l'éverolimus. On savait déjà qu'il y avait un bénéfice en survie sans progression. Avec, à 2 ans, on avait plus de 12% patients qui n'avaient pas progressé versus everolimus et un taux de réponse de 23% versus 4%, ce qui peut être intéressant en situation réfractaire et symptomatique. Alors là, on voit avec cette actualisation que le bénéfice en PFS, il est pour tous les groupes de patients, quels que soient finalement les traitements préalablement reçus et leur nombre, mais quel que soit également le risque IMDC qui reflète l'agressivité de la maladie. Donc plutôt bon signe pour le belzutifan, même si la survie globale ne montre pas de bénéfice clair, malgré une petite séparation des courbes. On espère quand même qu'on pourra avoir accès à ce traitement. Aujourd'hui, l'AMM européenne est en attente. Et puis, pour rester sur les anti-IF, un tout petit mot. Sachez que le belzutifan n'est pas tout seul. Il y en a d'autres. Voici une étude de phase 1 qui montre là aussi en situation réfractaire un taux de réponse intéressant de 20%. Donc il faut savoir que ces composés sont clairement en train d'arriver. Ils peuvent clairement apporter un bénéfice clinique à nos malades. Il faudra déterminer clairement la meilleure place dans la stratégie thérapeutique. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à retenir de l'ESMO dans le ClearCell, c'est qu'il ne faut pas rechallenger l'immunothérapie. Aujourd'hui, on a assez de données pour le dire et que cibler la voie IF, ce sera pertinent et ce sera peut-être encore plus pertinent sur des associations qui sont actuellement en évaluation, à la fois en première ligne, mais également en situation adjuvante. Merci beaucoup Ronan, merci beaucoup Natacha. Et vous restez avec nous, on va parler des tumeurs thoraciques avec Pernelle Lavaux et avec Benjamin Besse. À tout de suite.